Jamais vu depuis la création du monde. On a tous étudié sur les bancs. On a tous entendu la bataille de Kirina en 1235. Mes familles, est-ce que vous êtes prêts pour vivre la bataille? Au Sénégal, désormais, il y a deux hommes forts. Il y a l'homme fort de la France-Afrique et il y a l'homme fort du peuple sénégalais. L'homme fort de la France-Afrique au Sénégal, c'est incontestablement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais si Bassirou ne devient pas la honte au Sénégal, c'est que je ne suis pas appelé de Dieu. Dieu a retiré sa main sur lui. Parce que j'ai parlé, il n'a pas écouté. Je lui ai dit, si tu désobéis, si tu fais les problèmes à Sonko, tu vas devenir la honte du Sénégal. Les choses qui sont dedans, les peuples sénégalais ne voient pas encore. Moi, je viens toujours à l'avance vous dire, mais vous allez voir. C'est Sonko. Sonko là, il a le cœur. Il veut la liberté des Sénégalais. Mais Bassirou, on lui a monté la tête. Il a déjà pris les cornes. Il est président. Il est déjà orgueilleux. Il pense déjà qu'il est président. Et Sonko n'est plus rien. Il le méprise déjà. Et on lui dit que c'est pas Sonko le président, c'est lui le président. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup de Sénégalais n'aiment pas qu'on parle de la politique sénégalaise. Parce que pour eux, quand tu parles de la politique sénégalaise en tant que Guinéen ou bien en tant qu'autre nationalité, pour eux, tu es contre le Sénégal. Parce que certains d'entre eux, des nationalistes 2.0, ceux qu'on a surnommés les Baoula Bouna, n'aiment pas qu'on parle de ce qui se passe dans leur pays. Si leur pays va mal, ils ne veulent pas qu'on en parle. Et nous, quand il y a une actualité importante, on en parle. D'ailleurs, il y a eu le premier congrès ordinaire du parti PASTEF, patriote africain du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Nous savons tous que ce parti a été fondé par Ousmane Sonko et auquel appartient aussi le président Bassirou Diomaye Faye. Il faut savoir que ce congrès est considéré comme étant très important parce qu'il intervient juste après la rupture politique entre Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, moi je vais vous dire... L'investiture de Ousmane Sonko à la tête du PASTEF au Sénégal. Regardez la démonstration des forces. Oui, il n'y en a pas deux capitaines dans le bateau. Le seul capitaine, c'est Ousmane Sonko. Il n'y a pas de débat. Regardez comment c'était rempli. À craquer. Les Sénégalais montrent aux yeux du monde entier que c'est Ousmane Sonko le boss. Il n'y a absolument rien à dire. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ousmane Sonko fort. Oui. Ousmane Sonko fort. Vous avez tous vu. Merci beaucoup. Ousmane Sonko ne peut plus revenir à l'Assemblée nationale. Pourquoi le mandat suspendu de Sonko est un pur mythe? Je vois circuler partout dans les commentaires une énorme fausse information. Sonko n'a pas démissionné, il a juste suspendu son mandat pour être Premier ministre et il va récupérer son siège. Désolé de vous réveiller, mais c'est totalement faux. Vous confondez le droit sénégalais avec le droit français. Au Sénégal, le mandat suspendu qu'on reprend après avoir été ministre, ça n'existe pas. Sortons les textes de loi pour clouer le bec aux apprentis. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'introduire une loi pour créer un poste de vice-président qui serait confié à Ousmane Sonko et Diomaye Faye démissionne et permet à Ousmane Sonko de venir au pouvoir. Ça, ce sont des acrobaties trop compliquées. Ça, c'est comme ça lui réfléchit. Mais moi, j'ai fait la chose la plus simple pour nous tous. On n'avait pas besoin de créer un poste de vice-président. Si Diomaye était honnête et sincère, si Diomaye était un homme de vérité, si Diomaye était reconnaissant... Aucune révolution n'avance en ligne droite. Toutes les expériences historiques de transformation ont connu leur hésitation. Il arrive parfois que certains, au sommet de l'État, soient tentés de prendre la distance avec la dynamique populaire qui les a portés, et souvent pour des raisons beaucoup plus obscures. Servons enfin le peuple sénégalais. N'ayons comme viatique, comme obsession, que de servir le peuple sénégalais. Nous réfléchissons, nous avons des idées et nous les défendons. Nous ne sommes pas là pour être manipulés. Pour quiconque que ce soit, nous avons fait des études et le Sénégal nous a tout donné et nous allons les démontrer ici. Nous argumentons nos arguments. Nous avons un débat d'idées. Le Sénégal retient son souffle. Le climat politique vient de prendre une tournure spectaculaire. Ouais. Ousmane Sonko. Non. Quand Ousmane Sonko fond en larmes devant son public,
lors de son premier meeting du PASTEF. Famille, non mais dites-moi de manière sincère, est-ce qu'il existe un homme politique? À part les militaires, on met les militaires là à côté. Est-ce qu'il existe un homme politique aussi populaire que Ousmane Sonko? Moi, je ne pense pas. C'est Ousmane Sonko qui fait un live. Le PASTEF a fait exactement ce qu'il reprochait à Macky Sall. Pendant des années, Sonko et le PASTEF ont dénoncé la manipulation des institutions. C'est très grave, c'est très chaud au Sénégal en ce moment. Ce qui est en train de se passer au Sénégal en ce moment, c'est très chaud. Tout se passe très vite au Sénégal. D'abord, Ousmane Sonko, qui de nouveau a été réélu le président de sa partie qui est PASTEF. Ousmane Sonko nous rappelle, il rappelle à ses détracteurs, il le rappelle, il n'y a personne qui peut le descendre. Il n'y a personne qui peut lui faire chuter. Il n'y a personne qui peut mettre les bâtons dans les roues pour Ousmane Sonko. Il donne des avertissements à son ex-ami, Diomaye Faye, l'actuel président, et il lui fait comprendre qu'il n'a pas la totalité de pouvoir à lui, tout seul. Donc, ce qui est en train de se passer, la famille, il faut une très grande analyse pour comprendre la politique, ce qui se passe en ce moment au Sénégal. Parce que c'est du jamais vu dans la sous-région, un parti qui arrive au pouvoir, un homme puissant, un homme que le peuple a choisi. Vous le savez très bien, Sonko n'est pas à lui seul. Sonko, Ousmane Sonko, il est l'homme du peuple, l'homme de la situation pour les Sénégalais. Ousmane Sonko est l'homme de la situation pour les Sénégalais et Ousmane Sonko est soutenu par le peuple sénégalais. Vous le savez très bien, la famille. Ça chauffe en ce moment. Donc, écoutez tous les discours, écoutez les discours qui vont suivre. Restez jusqu'à la fin, écoutez les discours qui vont suivre et dites-moi ce que vous en pensez. Une déclaration prononcée à 1h du matin peut-elle changer le destin d'une nation? C'est exactement ce qui s'est passé. Pendant que le Sénégal dormait, un homme prenait la parole devant ses militants pour poser les bases d'une recomposition politique majeure. Ce qui a été dit cette nuit-là ne ressemble à aucun autre discours politique tenu sur le sol sénégalais depuis des décennies. Et pourtant, très peu de gens ont compris l'ampleur réelle de ce moment. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va non seulement vous éclairer sur l'état réel de la politique sénégalaise, mais aussi vous révéler pourquoi ce discours est peut-être le plus décisif de toute l'histoire récente du pays. Commençons par une question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose poser franchement. Est-ce que le Sénégal était vraiment stable? La réponse officielle, répétée en boucle par les autorités, c'est oui. Pas de crise, pas de problème institutionnel, le pays avance. Mais derrière cette façade de tranquillité soigneusement entretenue, quelque chose gronde. Une tension sourde, une accumulation de frustrations politiques, sociales et économiques qui cherchent une sortie. Et c'est précisément dans ce contexte, sous pression, que les déclarations récentes du leader de PASTEF prennent une dimension explosive. Revenons sur ce qui a été dit. La déclaration en question est un message adressé d'abord aux militants et aux militantes. Mais en réalité, tout le Sénégal était destinataire de ce message. Parce que lorsqu'un parti qui se définit comme le parti majoritaire du pays prend la parole pour tracer une feuille de route électorale, ce n'est plus une affaire interne. C'est un acte politique de la plus haute importance. Et cet acte, nous allons le disséquer ensemble, phrase par phrase, intention par intention. Le premier élément qui frappe dans ce discours, c'est la posture de responsabilité assumée. Plus question de jouer la carte de l'opposition frontale permanente. Le message qui transparaît est celui d'un mouvement qui se pense désormais en acteur de gouvernance, en force de construction nationale, et non plus seulement en machine de contestation. C'est un changement de registre profond, et il ne faut pas le minimiser. Un parti qui parle de créer les conditions pour que les Sénégalais puissent choisir, ne parle plus le même langage qu'un parti qui s'érige en rempart contre un système corrompu. Ce glissement sémantique cache une transformation idéologique majeure. Mais avant d'aller plus loin, posons le contexte historique. Depuis combien de temps les Sénégalais n'ont-ils pas eu l'impression de choisir véritablement leur destin politique? Depuis combien de temps les élections sont-elles vécues comme une formalité, un rituel démocratique dont les résultats semblent écrits à l'avance? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est au cœur de la crise de confiance qui ronge le lien entre les citoyens et leurs institutions. Et c'est cette question que le discours tente de répondre, même implicitement, même maladroitement. L'annonce d'un calendrier électoral précis est en elle-même une révolution. Élections locales en janvier 2027, présidentielle en février 2029, ce n'est pas une simple projection. C'est une promesse politique inscrite dans le marbre du discours public. En posant ces dates devant ses militants, le leader de PASTEF ne fait pas qu'organiser un agenda.
Il engage sa parole, son mouvement et dans une certaine mesure l'ensemble du champ politique sénégalais dans un processus qu'il prétend vouloir transparent, équitable et surtout irréversible. Pourquoi irréversible ? Parce que le Sénégal a une mémoire électorale douloureuse. Le report de l'élection de l'Assemblée nationale est encore frais dans les esprits. Le vote d'une loi d'habilitation présidentielle a suscité des débats intenses sur la concentration du pouvoir. Ces événements ont laissé des cicatrices politiques profondes et c'est dans ce contexte de méfiance institutionnelle que le calendrier annoncé prend toute sa portée symbolique. Promettre des élections, c'est bien. Promettre des élections transparentes, c'est mieux. Mais promettre de créer toutes les conditions pour que ces élections soient libres et souveraines, c'est prendre un engagement dont on sera comptable devant l'histoire. Et justement, parlons de l'histoire. Cette nuit de discours intervient dans une séquence historique que Pastef elle-même qualifie de fondatrice. Le mouvement a traversé des phases d'une intensité rare. Arrestation, dissolution, interdiction, procès, emprisonnement. Chaque épreuve a été présentée comme une tentative de briser une force politique qui refusait de se soumettre. Et chaque fois, le mouvement est réapparu, souvent plus fort, parfois plus fragile, mais toujours debout. Cette résilience est une donnée politique réelle. Elle explique pourquoi ce discours a été prononcé avec cette confiance particulière, presque tranquille, celle d'un homme qui sait que son mouvement a survécu à des tempêtes que d'autres n'auraient pas traversées. Mais la résilience ne suffit pas à gouverner. Et c'est là que le discours entre dans sa dimension la plus intéressante et peut-être la plus risquée. Car au-delà des dates et des promesses, c'est une philosophie politique qui se dessine. Un parti ne vit pas au rythme des élections. Les élections sont une étape, pas une finalité. Il y a plus important, les fondamentaux, les idées, le programme, la science, le savoir. Ces mots, prononcés avec conviction devant des militants chauffés à blanc, portent une ambition qui dépasse largement le prochain scrutin. Quelle est exactement cette ambition ? Elle est double et cette dualité est révélatrice de la tension interne qui traverse le mouvement. D'un côté, l'ambition de transformation profonde du pays, d'un renouvellement des pratiques politiques, d'une rupture avec les vieilles habitudes clientélistes et la culture du privilège. De l'autre, la réalité du pouvoir avec ses contraintes, ses compromis, ses tentations et ses errements. L'exercice du pouvoir est très délicat, a-t-il reconnu. Ce mot délicat est lourd de sens. Il dit à la fois la complexité du réel et la conscience des limites propres. Il y a dans ce discours une honnêteté inhabituelle pour la politique africaine. Admettre publiquement que l'exercice du pouvoir génère des préoccupations, que certains prétextes ont peut-être été exagérés, que l'obsession de certains enjeux a pu obscurcir la vision d'ensemble, ce n'est pas un aveu d'échec. C'est une invitation à la maturité collective. Et c'est précisément cela que certains observateurs ont salué, quand d'autres y ont vu une faiblesse politique à exploiter. Parlons maintenant de la jeunesse, parce que le discours lui est adressé de manière frontale et répétée. Les jeunes sont formidables, dit-il. Cette phrase simple, presque naïve dans sa formulation, cache quelque chose de structurel. La jeunesse sénégalaise est la base de Pastef. Elle en est le combustible, l'énergie, la légitimité de rue. Mais elle est aussi sa plus grande source de pression interne. Des jeunes qui ont risqué leur vie dans les manifestations, qui ont subi des arrestations arbitraires, qui ont perdu des proches dans la répression, ces jeunes attendent des résultats concrets. Pas des discours, des réalisations. Et c'est là que le calendrier électoral annoncé prend une dimension supplémentaire. En disant aux jeunes militants, voilà ce qui vous attend, voilà le chemin tracé, le discours essaie de canaliser une énergie potentiellement explosive vers une perspective mobilisatrice. Les élections locales de 2027 et la présidentielle de 2029 deviennent ainsi des jalons de mobilisation, des moments de concentration collective qui permettent de maintenir la cohésion d'un mouvement toujours susceptible de se fragmenter face à la pression du pouvoir et à l'impatience de la base. Mais voilà une question que vous devez vous poser. Est-ce que ce calendrier sera respecté ? Est-ce que les engagements pris devant les militants auront la même force une fois confrontés aux réalités de la gouvernance ? Le Sénégal a une longue histoire de promesses électorales non tenues, de reports institutionnels justifiés par des raisons techniques ou sécuritaires, de glissements calendaires qui transforment les certitudes d'aujourd'hui en incertitudes de demain. Ce qui rend la situation particulièrement fascinante, c'est la position paradoxale dans laquelle se trouve Pastef. Un parti qui a combattu le report des élections avec une énergie farouche, un parti qui a fait de la transparence démocratique son étendard identitaire, est maintenant en position de devoir garantir lui-même ce qu'il exigeait des autres. C'est ce que les philosophes politiques appellent le passage de la promesse au projet et de l'opposition à la responsabilité. Et ce passage est rarement aussi simple et propre qu'on l'imagine dans les discours nocturnes adressés aux militants conquis. Voyons maintenant ce que ce discours révèle sur la stratégie de communication politique de Pastef. Car cette déclaration n'est pas sortie de nulle part. Elle s'inscrit dans une séquence de prises de parole qui dessine une nouvelle ligne politique.
Après des mois de positionnement parfois chaotiques, de signaux contradictoires entre les différents pôles du mouvement, ce discours fort ressemble à une tentative de remise en ordre, un rappel à la discipline, à la maturité, à la vision de long terme. Le ton n'est plus celui de la contestation, il est celui de la construction. Cette transition de registre n'est pas anodine. Elle signale que PASTEF est conscient d'un danger particulier. Celui de devenir un parti de gouvernement ordinaire, prisonnier de la logique électorale, incapable de maintenir l'élan idéologique qui a fait sa force. La mention répétée des fondamentaux, du programme, de la science et du savoir comme boussole d'action, tout cela dit la crainte que l'urgence du quotidien politique avale la vision stratégique. Mais revenons à cette phrase qui a fait le tour des réseaux sociaux sénégalais. Il est temps que les Sénégalais choisissent. 3 mots d'une densité politique remarquable. Il est temps. Un sentiment d'urgence, une impatience assumée face à une situation jugée, trop longtemps tolérée. Que les Sénégalais, le peuple comme acteur, pas comme spectateur passif d'un jeu politique qui le dépasse. Choisissent le mot-clé de toute démocratie, celui qui condense l'idéal républicain dans toute sa radicalité. Choisir librement, sans pression, sans trucage, sans intimidation. Ce message résonne avec une force particulière dans le contexte politique actuel. Parce que la question du choix libre et souverain est celle qui a empoisonné les relations entre le pouvoir et une partie de la société sénégalaise depuis des années. Les accusations de manipulation électorale, les controverses sur le fichier électoral, les débats sur le financement des partis, les pressions sur les médias, tout cela a créé un environnement où la notion même de choix démocratique est devenue problématique. En prononçant ces mots, le leader de PASTEF fait quelque chose d'audacieux. Il repositionne son mouvement non plus comme l'adversaire d'un régime, mais comme le garant d'un processus. Ce glissement est crucial. Un adversaire attaque, conteste, déstabilise. Un garant protège, stabilise, construit. Et c'est exactement le repositionnement que tentent de faire les grandes formations politiques africaines qui aspirent à dépasser le stade de l'opposition perpétuelle pour accéder à une forme de leadership politique durable. Mais ce repositionnement est semé d'embûches. Car, pour être crédible comme garant du processus démocratique, il faut être perçu comme au-dessus des partis, comme défenseur de règles applicables à tous, y compris à soi-même. Et cette perception est difficile à construire quand on reste simultanément le chef d'un parti politique en campagne permanente, avec des intérêts électoraux à défendre, des alliés à satisfaire et des adversaires à combattre. Voici ce qui est peut-être le plus révélateur dans ce discours, la mention de la charte des élections. L'engagement de produire ce document dans la perspective des prochains scrutins n'est pas un détail secondaire. C'est une proposition institutionnelle de première importance. Si elle est mise en œuvre sérieusement, si elle implique toutes les forces politiques, si elle est contraignante et opposable, cette charte pourrait représenter une avancée démocratique significative pour le Sénégal. Si elle reste un document symbolique sans force réelle, elle deviendra simplement un argument de communication de plus dans l'arsenal politique. La différence entre ces deux scénarios dépendra d'une chose. La volonté politique réelle de ceux qui tiennent aujourd'hui les leviers de l'État de se soumettre eux-mêmes aux règles qu'ils prônent pour les autres. C'est le test de sincérité ultime en démocratie et c'est un test que l'histoire politique africaine a vu beaucoup de dirigeants échouer. Revenons à la jeunesse un instant parce que c'est là que réside le vrai enjeu de long terme. Les jeunes militants auxquels s'adressait ce discours ne sont pas une abstraction. Ce sont des hommes et des femmes concrets avec des aspirations concrètes, des frustrations réelles et une capacité d'action politique que les générations précédentes n'avaient pas. Ils sont connectés, informés, rapides à mobiliser et rapides à décevoir. Leur engagement n'est pas acquis une fois pour toutes. Il se renouvelle à chaque acte politique, à chaque décision gouvernementale, à chaque promesse tenue ou trahie. C'est pourquoi la phrase « vous êtes formidable » doit être comprise non comme un simple compliment, mais comme un engagement implicite. Un engagement à prendre cette jeunesse au sérieux, à lui donner les moyens d'agir, à ne pas la réduire à un réservoir de voix mobilisables à chaque élection et oubliée entre deux scrutins. Si PASTEF tient cette promesse tacite, la fidélité de cette jeunesse sera un atout politique incomparable. Si elle la trahit, la désaffection sera tout aussi puissante et rapide. Voilà les années 2020 et 2026 évoquées dans le discours. Ces deux dates encadrent une période d'une densité politique extraordinaire. Entre 2020 et 2026, le Sénégal a vécu des manifestations d'une ampleur inédite, des morts dans les rues, des emprisonnements politiques, des procès retentissants, une élection présidentielle tendue et une transition de pouvoir que certains jugeaient encore impossible il y a 3 ans. Cette période a transformé non seulement le paysage politique sénégalais, mais aussi les mentalités, les rapports entre les générations et les attentes de la société vis-à-vis de ses dirigeants. Le discours fait référence à ce passé sous forme de reconnaissance implicite. Le parti a grandi, dit-il. Il est devenu mature. Il a subi les coups, les insultes, les blessures et il en est sorti plus fort.
Cette narration de la souffrance transformatrice est un élément classique de la construction identitaire des mouvements politiques. Elle crée un nous fort, soudé par l'épreuve commune, unis dans la mémoire des combats partagés. Et elle distingue ceux qui ont vraiment payé le prix de leur engagement de ceux qui ont rejoint le mouvement une fois la victoire assurée. Mais cette narration présente aussi un risque. Elle peut devenir un outil d'exclusion, une manière de hiérarchiser les militants selon leur ancienneté dans la lutte et de marginaliser ceux qui arrivent aujourd'hui avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Un parti qui vit trop dans la glorification de son propre passé peut se figer dans une posture identitaire qui l'empêche d'évoluer et de s'adapter aux réalités changeantes d'une société. C'est pourquoi la phrase la plus importante du discours est peut-être celle-ci. PASTEF n'est pas un parti qui vit au rythme des élections. Entre les élections, il y a plus important que ça. Ce plus important est laissé intentionnellement flou dans le discours. Mais son implication est claire. Un parti d'idées, un parti de programme, un parti de science et de savoir ne peut pas se réduire à une machine électorale. Il doit être une force de transformation culturelle et intellectuelle permanente, présente dans les débats, dans les réflexions sur l'avenir du pays, dans la formation des citoyens et des futurs dirigeants. Cette ambition, si elle est sincère et si elle se traduit concrètement, représenterait une évolution majeure dans le paysage politique sénégalais et plus largement dans le paysage politique africain. La plupart des partis du continent sont effectivement des machines électorales. Ils s'animent à l'approche des scrutins, mobilisent leur base, dépensent des ressources considérables pour gagner et retombent dans une forme de léthargie entre deux élections. Un parti qui réussirait à maintenir une activité intellectuelle, programmatique et citoyenne permanente représenterait une rupture qualitative réelle avec ce modèle. Mais pour atteindre cet objectif ambitieux, il faut des structures, des ressources, des compétences et surtout une culture organisationnelle qui ne s'improvise pas. Est-ce que PASTEF possède aujourd'hui les fondamentaux nécessaires à cette transformation ? C'est la question que les observateurs politiques et les plus sérieux posent en coulisses. Et c'est une question à laquelle ce discours nocturne, aussi inspirant soit-il dans sa formulation, ne peut pas répondre à lui seul. Arrêtons-nous un moment sur le contexte régional, parce qu'il serait erroné d'analyser ce discours en vase clos. Le Sénégal évolue dans un environnement sous-régional en pleine recomposition. Ses voisins immédiats traversent des crises institutionnelles profondes. Des régimes militaires ont renversé des gouvernements élus. Des constitutions ont été suspendues. Des partenaires étrangers ont été expulsés. Dans ce paysage tourmenté, le Sénégal a longtemps représenté un îlot de stabilité démocratique, un modèle de transition pacifique du pouvoir. Préserver cette singularité sénégalaise est un enjeu qui dépasse largement les intérêts d'un parti ou d'un homme politique. C'est une responsabilité collective, nationale et même continentale. Et c'est peut-être en ce sens qu'il faut interpréter l'insistance du discours sur la stabilité, la paix, la tranquillité. Ces mots ne sont pas seulement adressés aux militants. Ils sont adressés aux investisseurs, aux partenaires internationaux, aux institutions financières et à tous ceux qui observent le Sénégal depuis l'extérieur en se demandant si l'exception démocratique sénégalaise survivra aux turbulences régionales. Il y a donc dans ce discours nocturne une dimension diplomatique sous-jacente, une tentative de rassurer, de projeter une image de maturité politique et de vision stratégique. Une image qui dit « Nous ne sommes pas comme nos voisins, nous croyons aux institutions, nous respectons le calendrier démocratique, nous sommes un parti responsable qui construit et qui ne détruit pas. » Mais cette image est-elle pleinement cohérente avec la réalité ? C'est la question que les adversaires politiques de PASTEF ne manqueront pas de poser. Et c'est la question à laquelle les prochains mois et les prochaines années devront apporter des réponses concrètes. Car, en politique, la crédibilité ne se décrète pas dans les discours. Elle se construit dans les actes, dans les décisions, dans la manière dont on gère les crises, dont on arbitre les conflits d'intérêts et dont on traite ses adversaires. Ce que le discours ne dit pas. Script numéro 2. Dans la première partie, nous avons décortiqué ce que ce discours dit. Maintenant, nous allons faire quelque chose de bien plus difficile et bien plus révélateur. Comprendre ce que ce discours ne dit pas. Parce qu'en politique, les silences sont souvent plus parlants que les déclarations. Et dans ce discours prononcé à 1h du matin devant des militants, il y a des silences qui méritent une attention particulière, des zones d'ombre que l'analyse superficielle ne peut pas atteindre. Commençons par le silence le plus significatif, l'absence d'un bilan concret. Un mouvement qui a participé à l'exercice du pouvoir, même partiellement, même de manière tendue, devrait normalement produire un bilan de ses actions, de ses décisions, de ses résultats. Ce discours ne le fait pas. Il n'y a pas de liste de réalisation, pas de chiffres, pas d'indicateurs. Il y a des promesses tournées vers l'avenir et des références au chemin parcouru, mais pas de reddition de comptes rigoureuse sur ce qui a été accompli ou manqué. Ce silence n'est pas un oubli, c'est un choix stratégique. Et il faut le lire comme tel. Pourquoi ce choix ? Plusieurs hypothèses. La première, le bilan est difficile à présenter de manière flatteuse et il vaut mieux mettre l'accent sur les perspectives que sur le passé récent. La deuxième, l'audience de ce discours, les militants, n'attend pas un bilan comptable, mais une vision mobilisatrice. La troisième,
Certains aspects de la gouvernance récente sont contestés en interne, et en les évitant, on évite d'ouvrir des débats qui pourraient fragiliser la cohésion du mouvement. Quelle que soit la raison réelle, ce silence sur le bilan concret crée un vide que les adversaires politiques ne manqueront pas de remplir avec leur propre narration. C'est l'un des principes fondamentaux de la communication politique. Quand vous ne racontez pas votre propre histoire, vos adversaires la racontent à votre place. Et ils le font rarement de manière flatteuse. Deuxième silence notable, l'absence de référence au contexte économique. Dans un pays où les tensions sociales sont alimentées en grande partie par les difficultés économiques, par le chômage des jeunes, par le coût de la vie, par les inégalités persistantes, ne pas aborder ces questions dans un discours adressé à la base militante est un choix qui interroge. Est-ce parce que les réponses économiques ne sont pas encore prêtes? Est-ce parce que les résultats attendus tardent à se matérialiser? Est-ce parce que les contraintes de la gestion économique réelle ne correspondent pas aux promesses de la campagne? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles reflètent une tension réelle que vivent beaucoup de gouvernements africains qui arrivent au pouvoir avec de grandes ambitions réformatrices et se trouvent rapidement confrontés aux contraintes de la dette, des marchés financiers internationaux, des bailleurs de fonds et des équilibres macroéconomiques fragiles. La transformation économique prend du temps, beaucoup plus de temps que les cycles électoraux ne l'autorisent. Et c'est ce décalage entre la promesse et la réalité qui alimente le désenchantement politique que connaissent beaucoup de démocraties africaines. Troisième silence, les alliances. Un discours politique de cette nature, qui positionne un mouvement pour les prochaines échéances électorales, devrait normalement dire quelque chose sur la stratégie d'alliance. Qui sont les partenaires ? Qui sont les interlocuteurs? Quelle est la vision de la recomposition du champ politique? Ce silence est peut-être le plus stratégique de tous, parce qu'il préserve des marges de manœuvre. Mais il laisse aussi les militants dans le flou sur des questions concrètes qui détermineront en grande partie les résultats des prochains scrutins. En politique, les alliances ne sont pas des détails. Ce sont souvent des éléments déterminants de la victoire ou de la défaite. Les construire demande du temps, de la négociation, des concessions. Et ces processus sont rarement compatibles avec la rhétorique de la pureté idéologique que revendiquent les mouvements politiques dans leur moment d'exaltation militante. C'est pourquoi le silence sur les alliances dans ce discours pourrait bien cacher des tractations en cours, des compromis difficiles, des calculs politiques qui ne peuvent pas encore être exposés publiquement sans risque de fracture interne. Maintenant, parlons de ce que la formulation parti le plus complet du Sénégal implique réellement. Cette affirmation, prononcée avec une certaine fierté, est à la fois une déclaration de force et un défi lancé à soi-même. Le plus complet signifie que le mouvement prétend couvrir toutes les dimensions de la vie politique, sociale et économique sénégalaise. C'est une ambition légitime. Mais elle crée aussi des attentes considérables. Si vous êtes le plus complet, vous ne pouvez pas vous contenter de gérer les urgences. Vous devez avoir une réponse à tout, une vision sur tout, une proposition sur tout. Or, la réalité politique montre que même les partis les plus organisés, les plus idéologiquement solides, les plus dotés en ressources humaines et financières ont du mal à maintenir une cohérence totale sur l'ensemble des dossiers. La complexité du gouvernement moderne, avec ses milliers de décisions quotidiennes sur des sujets allant de la politique fiscale à la gestion de l'eau, du financement de l'éducation à la diplomatie régionale, dépasse les capacités de planification de n'importe quel mouvement politique, si ambitieux soit-il. C'est pourquoi la qualification de parti le plus complet est peut-être le passage le plus risqué du discours. Non pas parce qu'elle est fausse dans ses intentions, mais parce qu'elle fixe un standard d'excellence qui sera utilisé comme étalon pour juger chaque action, chaque décision, chaque omission du mouvement. Et dans un environnement médiatique et politique où les adversaires guettent le moindre faux pas, se fixer soi-même un standard aussi élevé relève d'une forme de courage politique qui peut rapidement se transformer en vulnérabilité. Abordons maintenant une question délicate mais essentielle. La place de la religion dans ce discours. Dans un pays où la dimension spirituelle est profondément intégrée à la vie politique et sociale, les Inch'Allah prononcés en référence aux dates électorales ne sont pas des formules vides. Ils portent une signification culturelle et politique précise. Ils inscrivent le projet politique dans une dimension de foi collective, dans une tradition de soumission à une volonté supérieure qui transcende les calculs humains. Cette référence à la foi, comme cadre de l'engagement politique, est à double tranchant. D'un côté, elle mobilise une ressource symbolique très puissante dans la société sénégalaise, celle de la légitimité religieuse et morale. De l'autre, elle peut être perçue par certains comme un détournement du registre spirituel à des fins politiques ou comme une manière de conditionner l'engagement à une fatalité divine qui dépossède les acteurs humains de leurs responsabilités propres. Mais ici, la lecture la plus charitable est sans doute la plus juste. Dans la culture politique sénégalaise, l'invocation divine n'est pas une dérobade face à la responsabilité. C'est une manière de situer son action dans une continuité qui dépasse le temps court de la politique. C'est dire, nous faisons notre part, nous posons nos projets, nous traçons notre chemin, mais nous reconnaissons que nous ne sommes pas les seuls maîtres du jeu. Cette humilité, même si elle s'exprime dans un langage religieux, est en soi une posture politique saine. Revenons sur la notion de clarification électorale évoquée dans le discours.
Ce terme technique désigne le processus par lequel le paysage politique se réorganise après une période de turbulence. La première phase est la clarification au sein du mouvement lui-même, le recalibrage de ses positions, la redéfinition de ses priorités. La deuxième phase est la clarification face aux adversaires, la définition claire des lignes de démarcation, la distinction entre alliés, adversaires et neutres. Ce processus de clarification est nécessaire, voire indispensable, avant des élections importantes. Mais il comporte aussi des risques. La clarification peut devenir une purge, une chasse aux voix dissidentes, une tentative d'homogénéisation forcée d'un mouvement naturellement pluriel. Et dans ce cas, ce qu'on gagne en cohérence de surface, on le perd en richesse intellectuelle et en capacité d'adaptation face à des réalités complexes. Les grandes organisations politiques qui ont durablement transformé leur pays ne sont pas celles qui ont éliminé leurs tensions internes. Ce sont celles qui ont su les gérer de manière productive, transformer les désaccords en débats constructifs et convertir la diversité des opinions en force plutôt qu'en faiblesse. La question pour PASTEF est donc, quel type de clarification est visée ? La clarification unificatrice ou la clarification disciplinaire ? Parlons maintenant du rapport au temps politique, parce que c'est une dimension centrale de ce discours que l'on n'a pas encore suffisamment explorée. Les dates annoncées, janvier 2027, février 2029, projettent la pensée politique à 2 ou 3 ans. C'est un horizon relativement long dans un contexte politique africain où l'urgence du quotidien a tendance à écraser toute perspective de moyen terme. Mais ce qui est frappant, c'est la manière dont ce long terme est présenté comme une certitude, presque comme un fait accompli. Les élections auront lieu, les conditions seront créées, les Sénégalais choisiront. Cette confiance dans l'avenir est-elle le reflet d'une analyse politique solide ou d'un optimisme volontariste qui sous-estime les turbulences possibles d'ici là ? La réponse honnête est qu'on ne sait pas. Personne ne peut savoir avec certitude ce que la politique sénégalaise sera dans 2 ou 3 ans. Et c'est précisément pourquoi l'ancrage dans le temps long est à la fois une force rhétorique et une fragilité analytique. Un autre élément qui mérite une analyse approfondie, la notion d'esprit partisan versus esprit civique. Le discours navigue entre ces deux registres de manière intéressante. D'un côté, il s'adresse explicitement aux militants et militantes, donc à la base partisane, en termes de discipline, de cohésion et d'engagement à long terme envers le projet politique. De l'autre, il parle de l'intérêt du Sénégal, de la stabilité nationale, de la paix collective, donc de valeurs civiques qui transcendent le parti. Cette ambivalence est en réalité très courante dans la politique des mouvements de transformation. Le défi est d'articuler les deux registres sans tomber dans l'incohérence. Un parti qui ne parle que de lui-même, de sa force, de sa supériorité, finit par paraître narcissique et déconnecté des préoccupations réelles de la population. Un parti qui parle exclusivement de l'intérêt général en oubliant ses propres militants perd en cohésion et en capacité de mobilisation. L'art politique consiste précisément à faire la synthèse entre ces deux dimensions, à convaincre ses militants que leur engagement partisan sert en même temps un intérêt qui dépasse le parti. Ce discours tente cet exercice de synthèse. Sa réussite ou son échec dépendra de la capacité du mouvement à incarner concrètement, dans ses actes de gouvernance, ce qu'il prétend défendre dans ses discours. Et c'est ici que l'on retrouve la tension fondamentale entre la politique comme parole et la politique comme action. Examinons maintenant la question de la loi d'habilitation mentionnée dans le discours. Cette loi, qui confère des pouvoirs élargis à l'exécutif dans certains domaines, a été un point de friction politique significatif. Sa mention dans ce contexte, couplée au report de l'élection de l'Assemblée nationale, dit quelque chose sur la manière dont le mouvement gère la contradiction entre ses principes constitutionnels affirmés et les exigences pratiques de la gouvernance. Gouverner nécessite parfois d'utiliser des instruments que l'on a critiqués quand ils étaient dans les mains de ses adversaires. C'est une loi d'airain de la politique que beaucoup de mouvements réformistes découvrent à leurs dépens quand ils accèdent au pouvoir. La question n'est pas de savoir si l'on utilise ces instruments. Dans certaines circonstances, ils sont nécessaires. La question est de savoir si l'on reconnaît cette contradiction, si l'on l'explique honnêtement à ses bases et si l'on s'engage à ne pas en faire un usage systématique qui finit par reproduire exactement les travers que l'on condamnait. Le discours effleure cette question sans la confronter frontalement. Il reconnaît que le report a eu lieu, que la loi a été votée, que ces décisions s'inscrivent dans une perspective plus large. Mais il n'offre pas de réflexion critique sur ce que ces choix signifient pour la cohérence idéologique du mouvement. C'est un angle mort du discours, et il faut le signaler, parce que ce sont précisément ces angles morts qui nourrissent le cynisme politique des observateurs et la désaffection des citoyens les plus exigeants. Abordons maintenant un thème qui court en filigrane dans tout le discours, la question de la légitimité populaire. Un parti qui se définit comme majoritaire, qui revendique la confiance de la population et qui positionne ses prochaines victoires électorales comme une quasi-certitude, ce parti doit constamment démontrer que cette légitimité est figère vivante, active et non pas simplement héritée de résultats passés. La légitimité politique n'est pas une rente. Elle doit se renouveler en permanence, à travers les actes, les décisions, les résultats tangibles. Un mouvement qui a gagné une élection sur la promesse du changement dispose d'un crédit initial important. Mais ce crédit s'érode si les résultats tardent, si les pratiques reprennent les travers anciens, si la distance entre les dirigeants et les citoyens ordinaires se creuse progressivement.
C'est pourquoi l'accent mis dans le discours sur la formation des militants, sur l'organisation du parti, sur la construction d'une charte électorale est à prendre au sérieux. Ce sont les outils qui permettent de maintenir et de renouveler la légitimité populaire entre deux élections. Ce sont les instruments d'un parti qui fait de la politique autrement qu'une simple quête du pouvoir électoral. Mais ces instruments ne valent que si les structures qui les portent sont solides, transparentes et ouvertes à la participation des membres. Un parti qui se dote d'une belle charte mais dont les décisions se prennent en petits comités, en cercles restreints de proches et de techniciens, ne fait que se doter d'une façade démocratique sans en avoir la substance. La démocratie interne d'un parti est le premier test de sa capacité à pratiquer la démocratie dans la société. Revenons sur la phrase concernant les insultes, les blessures, les coups subis. Cette évocation de la souffrance passée du mouvement est chargée émotionnellement. Elle parle aux militants qui ont effectivement subi ces expériences. Mais elle fait quelque chose d'autre aussi. Elle construit une narrative de la victimisation légitime qui peut, si elle n'est pas équilibrée par une reconnaissance des propres erreurs, finir par justifier toutes les actions futures au nom des souffrances passées. Cette logique de la dette, on a souffert, donc on a le droit, est dangereuse en politique. Elle peut conduire à des attitudes revanchardes, à des pratiques d'exclusion, à une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Et elle peut finalement reproduire, sous des formes nouvelles, les abus mêmes contre lesquels le mouvement s'est battu. C'est le paradoxe douloureux que beaucoup de révolutions politiques ont vécu dans l'histoire. Il faut donc souhaiter que ce mouvement soit capable de dépasser la logique de la réparation pour entrer dans celle de la reconstruction. Réparation et reconstruction ne sont pas incompatibles, mais elles obéissent à des logiques différentes. La réparation regarde en arrière, établit des responsabilités, exige des comptes. La reconstruction regarde en avant, cherche des consensus, construit des ponts. Un mouvement mature doit savoir naviguer entre ces deux dynamiques sans laisser l'une étouffer l'autre. Quelle est la signification de cette soirée de discours dans le contexte régional plus large? Le Sahel et l'Afrique de l'Ouest vivent une période de transition politique intense. Les équilibres géopolitiques se redessinent. Les partenariats traditionnels sont remis en question. De nouveaux acteurs internationaux se positionnent. Dans ce contexte, le Sénégal doit définir sa place et son rôle avec une précision accrue. Le discours ne parle pas de géopolitique explicitement, mais chaque choix politique interne a des répercussions externes. La manière dont le Sénégal organisera ses prochaines élections, dont il traitera son opposition, dont il gérera ses libertés publiques, tout cela sera observé, commenté et pris en compte par ses partenaires internationaux, ses voisins et les institutions multilatérales qui suivent l'évolution démocratique du continent. En s'engageant publiquement sur un calendrier électoral précis et sur une charte des élections, le mouvement prend donc aussi un engagement devant la communauté internationale. C'est une forme de responsabilisation externe qui complète la responsabilisation interne devant les militants. Et c'est une donnée supplémentaire qui rend les engagements pris ce soir-là difficiles à détricoter sans coût politique significatif. Parlons maintenant de ce que ce discours signifie pour la vie des Sénégalais ordinaires, ceux qui ne sont pas militants, ceux qui regardent la politique de loin avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Pour eux, les discours politiques sont souvent du vent. Ils ont entendu trop de promesses non tenues, trop d'élections sans lendemain, trop de leaders qui promettent le changement et délivrent la continuité. Ces Sénégalais ordinaires ont une question simple et légitime. Qu'est-ce que cela change concrètement dans ma vie que votre parti soit au pouvoir? Cette question, les militants et les cadres du mouvement doivent l'entendre et y répondre honnêtement, avec des données, avec des résultats visibles, avec des changements tangibles dans les services publics, dans les infrastructures, dans les opportunités économiques, dans la qualité de la gouvernance quotidienne. Un discours politique, aussi brillant soit-il dans sa construction rhétorique, ne peut pas remplacer ces résultats concrets. Et ce sont ces résultats concrets qui détermineront, in fine, si les prochaines échéances électorales confirment ou infirment la prétention du mouvement à représenter la majorité des Sénégalais. Abordons pour finir la question de l'héritage politique. Ce discours s'inscrit dans une continuité historique que le mouvement revendique. Il se réfère à un passé de lutte, à des valeurs fondatrices, à une vision du Sénégal et de son rôle en Afrique et dans le monde. Cet héritage est une ressource politique précieuse. Il donne au mouvement une profondeur, une cohérence narrative et une légitimité qui dépasse les résultats immédiats. Mais l'héritage est aussi une contrainte. Il crée des attentes, des standards, des points de référence auxquels on sera constamment confronté. Chaque décision sera mesurée à l'aune des principes fondateurs. Chaque compromis sera jugé par rapport aux engagements originels. Et cette tension entre l'idéal fondateur et la réalité de la gouvernance est une source permanente de friction interne et de vulnérabilité externe. La manière dont le mouvement gérera cette tension dans les années qui viennent déterminera non seulement son destin électoral, mais aussi sa place dans l'histoire.